Il n'y a eu aucun avertissement. Il n'y a eu aucune négociation. Il n'y a eu aucune reddition. Le 1er mai 2015, 9 soldats mexicains survolaient les collines de Villa Purification dans un hélicoptère de combat. Leur mission: capturer un homme. Un lance-grenade l'a abattu. 9 morts en quelques secondes. L'homme qu'ils poursuivaient n'a pas seulement échappé. Il a bloqué les autoroutes, incendié des autobus et attaqué des stations essence dans 3 États différents pour couvrir sa fuite. Tout le même jour. Récompense active. 15 millions de dollars, toujours pas capturé. C'était il y a 10 ans. Et il n'est que l'un des 10 hommes de cette histoire. 10 figures qui ont redéfini le sens du pouvoir criminel au XXIe siècle. 10 empires construits sur des milliers de cadavres, de corruption institutionnelle et une demande de drogue qu'aucune opération n'a réussi à éteindre. Pour arriver à celui qui reste libre, il faut d'abord comprendre ceux qui sont tombés et comment ils sont tombés. Le Mexique a de nombreuses guerres. Celle-ci est celle qui a fait le plus de morts. Depuis 2006, quand l'alors président Felipe Calderón a lancé une offensive militaire contre les cartels, le pays s'est engouffré dans une spirale de violence qu'aucun gouvernement n'a réussi à arrêter. Entre cette année et 2024, plus de 330 000 personnes ont été assassinées dans des contextes liés au crime organisé. Un chiffre équivalent à vider complètement une ville de la taille de Strasbourg ou de Toluca. Rien qu'en 2024, les autorités ont enregistré 33 241 homicides volontaires liés à des organisations criminelles. Un taux de 25,6 meurtres pour 100 000 habitants. Pour mettre cela en perspective, l'Espagne, avec une population similaire, a enregistré cette même année environ 300 homicides au total. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ils ne racontent pas les dizaines de milliers de disparus dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Ils ne racontent pas les maires et les journalistes assassinés pour avoir publié la vérité. Ils ne racontent pas les villages entiers déplacés par des organisations qui sont passées du trafic de drogue à la gestion d'économies locales entières. Derrière tout cela se trouvent 10 hommes, certains avec un nom connu dans le monde entier, d'autres qui ont construit leur pouvoir précisément sur l'anonymat. Tous responsables, à des degrés divers, d'une crise humanitaire qui ne montre aucun signe de résolution. C'est leur histoire, sans mythe, sans romantisation, avec les faits tels qu'ils sont. El Chapo, l'homme, qui s'échappa 2 fois de l'inexpugnable. La Sierra l'a formé. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera est né en 1957 à La Tuna, une petite localité de quelques dizaines de familles dans la municipalité de Badiraguato, Sinaloa. La pauvreté dans cette zone n'était pas circonstancielle. Elle était structurelle, historique, consubstantielle au paysage. Et le paysage, depuis des décennies, était semé de pavots et de marijuana. Ce n'était pas un choix idéologique, ni un chemin du désespoir. C'était simplement le seul commerce disponible. Guzmán s'est intégré au monde de la culture illégale dès l'adolescence et a rapidement absorbé les codes, les alliances et les hiérarchies d'une économie qui fonctionnait en parallèle à l'État et, souvent, en son sein. Dans les années 80, il s'est intégré à la structure du cartel de Guadalajara, l'organisation qui dominait alors le trafic mexicain sous le commandement de Miguel Ángel Félix Gallardo. Quand Félix Gallardo a été arrêté en 1989, son réseau s'est fragmenté et Guzmán a émergé comme l'un des héritiers de la place de Sinaloa aux côtés d'Ismael Zambada Garcia. 2 hommes radicalement différents. Une association qui durerait des décennies. El Chapo avait quelque chose qui le différenciait de la plupart de ses contemporains. Une capacité logistique remarquable et une ambition sans limite. Tandis que d'autres trafiquants pensaient en termes de route, lui pensait en termes de système. Tunnels souterrains, réseau de corruption échelonné, connexion avec les producteurs colombiens. Un modèle d'entreprise criminelle qui anticipa ce qu'on appelle aujourd'hui le narcotrafic transnational. Il fut le premier à industrialiser la construction de tunnels sous la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Au cours de sa carrière, les autorités en ont découvert plus de 90, certains dotés d'électricité, de ventilation, de rails de chemin de fer pour le transport des cargaisons, et même de systèmes de drainage. Chaque tunnel représentait un investissement de plusieurs millions de dollars et des mois de travail. Et chacun s'avéra rentable. À ce modèle logistique s'ajouta un investissement systématique dans la corruption que les procureurs américains
ont décrite lors de son procès comme l'un des réseaux de pots de vin les plus étendus jamais documentés, dans une affaire de narcotrafic. Agents douaniers, policiers fédéraux, militaires de haut rang, fonctionnaires d'État et, selon les témoignages présentés à Brooklyn, un paiement de 100 millions de dollars à un ancien président du Mexique, bien que cette accusation spécifique n'ait jamais été prouvée devant le tribunal. Première capture, première évasion. En juin 1993, il a été arrêté au Guatemala après une chasse qui a franchi les frontières. Il a été transféré au Mexique et envoyé à la prison de Puente Grande, à Jalisco, l'établissement pénitentiaire le plus sécurisé du pays à ce moment-là. Le 19 janvier 2001, Joaquín Guzmán Loera a quitté cette prison sans que personne ne l'arrête. Les récits diffèrent. Certains témoins ont déclaré qu'il était sorti caché dans un chariot de blanchisserie. D'autres ont affirmé qu'il avait franchi les contrôles de sécurité, vêtu d'un uniforme de gardien. Ce que les enquêtes ultérieures n'ont pas mis en doute, c'est que l'évasion a été facilitée de l'intérieur. Damaso López Núñez, sous-directeur de la sécurité pénitentiaire, a été identifié comme l'un des collaborateurs internes et finalement poursuivi pour cela. El Chapo a disparu pendant 13 ans. 13 ans au cours desquels le cartel de Sinaloa s'est transformé en l'organisation criminelle la plus puissante de l'hémisphère occidental. La cocaïne colombienne, l'héroïne de la Sierra sinaloense et, progressivement, les amphétamines et le fentanyl ont circulé par des routes qui traversaient l'Amérique centrale, le Mexique et arrivaient à Chicago, Los Angeles et New York. Les procureurs américains estimeraient plus tard que durant ces années, le cartel générait des revenus supérieurs à 3 milliards de dollars par an. Le tunnel de 50 millions de dollars. Musique, tension croissante. Image du tunnel découvert en 2015. La douche, la cellule vide. En février 2014, les autorités l'ont localisé dans un hôtel de Mazatlan et l'ont arrêté sans résistance. Cette fois, il a été envoyé à l'Altiplano, la prison fédérale construite spécifiquement pour abriter les criminels les plus dangereux du pays. Les autorités mexicaines ont déclaré publiquement qu'elle était inexpugnable. Cette déclaration a duré 16 mois. Le 11 juillet 2015, à 20h52, Joaquín Guzmán est entré dans les toilettes de sa cellule, s'est accroupi devant la douche et a accédé à un orifice pratiqué dans le sol. Ses collaborateurs avaient construit, pendant plus d'un an, un tunnel de 1500 mètres de longueur équipé d'éclairage électrique, de ventilation mécanique, de réservoirs d'oxygène et d'une motocyclette adaptée sur rails métalliques pour transporter les débris pendant l'excavation et faciliter l'évasion. La sortie émergeait à l'intérieur d'une maison de construction récente, construite spécifiquement pour l'opération, à moins de 2 km de la prison. Le coût estimé de l'opération a dépassé 50 millions de dollars. L'ingénierie a impliqué des architectes, des opérateurs de machinerie lourde et une chaîne de complicité que les enquêteurs ont tracée jusqu'à des fonctionnaires du système pénitentiaire fédéral lui-même. Pour le gouvernement du président Enrique Peña Nieto, ce fut un séisme politique. Non seulement parce qu'El Chapo s'était échappé à nouveau, mais parce que l'évasion prouvait quelque chose que beaucoup soupçonnaient et peu osaient dire avec preuve. La corruption n'était pas une fissure du système, c'était le système, la chute finale. Il est resté en fuite 6 mois de plus. En janvier 2016, une opération à Los Mochis, Sinaloa, l'a acculé dans une maison. L'affrontement a tué 5 de ses gardes du corps et un élément des forces spéciales. Cette fois, le gouvernement mexicain a pris une décision qu'il avait évitée pendant des années, l'extrader. En janvier 2017, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera a été transféré à la garde des États-Unis. En juillet 2019, un jury fédéral à Brooklyn l'a déclaré culpable de 10 accusations incluant le narcotrafic continu, le crime organisé et le blanchiment d'argent. Peine, la perpétuité plus 30 ans, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Aujourd'hui, il purge sa condamnation à ADX Florence, Colorado, l'établissement pénitentiaire le plus isolé des États-Unis, 23 heures par jour dans une cellule de moins de 7 mètres carrés, sans contact avec d'autres détenus. L'homme qui a construit le plus grand empire criminel de l'hémisphère a pour horizon les murs d'une pièce de la taille d'une salle de bain. Mais son histoire ne s'est pas terminée avec ses menottes. Elle s'est terminée, en quelque sorte, quand ses fils ont décidé qu'ils seraient les suivants, les Chapitos.
quand le nom de famille vaut plus qu'une armée, 4 héritiers et une déclaration de guerre. Le nom Guzmán à Sinaloa n'est pas seulement un nom de famille, c'est une franchise criminelle, un drapeau, une menace implicite. Et les 4 fils de El Chapo le savent. Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín et Ovidio Guzmán López ont assumé le contrôle opérationnel du cartel de Sinaloa avant l'extradition de leur père. Non pas de façon ordonnée ou institutionnelle, ils l'ont fait comme ce qu'ils étaient, des hommes jeunes avec accès à des ressources illimitées et sans aucune restriction morale reconnaissable. Iván Archibaldo, l'aîné, est le plus stratégique du groupe. Il coordonnait les mouvements des cargaisons de l'Amérique du Sud vers les États-Unis et a construit un réseau de cellules spécialisées que les analystes de la sécurité ont comparé, en termes de sophistication technologique, à des forces de sécurité d'État. La DEA lui a assigné la première place sur sa liste des 10 criminels les plus recherchés. Récompense: 5 millions de dollars. Les Chapitos ont également été les architectes de l'expansion du cartel de Sinaloa dans le commerce du fentanyl. Tandis que la génération de leur père a construit sa fortune sur la cocaïne et l'héroïne, eux ont compris avant quiconque que les opioïdes synthétiques représentaient le prochain niveau du commerce. Moins cher à produire, infiniment plus facile à transporter, beaucoup plus addictif et avec des marges de bénéfices que la cocaïne ne pourrait jamais égaler. Les procureurs américains les accusent d'avoir créé un réseau de laboratoires à Sinaloa et Sonora qui produisait du fentanyl à l'échelle industrielle, le déguisant en comprimés, imitant l'oxycodone et d'autres analgésiques de prescription légale. Ce produit est arrivé dans des villes de tout le territoire américain et a contribué directement, selon les procureurs, à des dizaines de milliers de décès par surdose. Mais aucun chiffre n'explique mieux les Chapitos que ce qu'ils ont fait le 17 octobre 2019. Le Culiacanazo, le jour où le narco vainquit l'État en public. Cet après-midi-là, une opération de la Garde nationale a tenté d'arrêter Ovidio Guzmán dans une colonie de Culiacán. Ce qui s'est passé dans les 40 minutes suivantes n'a aucun précédent dans l'histoire moderne du Mexique. Des dizaines de véhicules blindés ont pris les accès à la ville. Des tireurs d'élite ont occupé des positions élevées. Des hommes armés de lance-grenades et de mitrailleuses calibre. 50 armements réservés à usage militaire exclusif patrouillaient dans les rues principales. Les Chapitos ont pris en otage les membres directs de la famille de militaires résidant dans la ville. Une tactique délibérée pour neutraliser la réponse de l'armée. Les commerces ont baissé les rideaux. Les hôpitaux ont activé les protocoles d'urgence massive. Le président Andrés Manuel López Obrador avait 2 options. Ordonner de continuer l'opération et risquer un massacre de civils, ou faire marche arrière et libérer Ovidio Guzmán. Il a choisi la deuxième. La scène a été enregistrée par des milliers de téléphones cellulaires et distribuée en temps réel. Le monde a vu quelque chose que peu de gouvernements ont dû montrer. Un État cédant formellement face à une organisation criminelle. La libération d'Ovidio Guzmán n'était pas seulement une défaite tactique. C'était une démonstration de pouvoir que les Chapitos n'avaient pas besoin de cacher, car leur objectif était précisément que tous la voient. L'épisode est connu sous le nom de Culiacanazo. Et il a changé la perception internationale de la portée réelle du crime organisé mexicain. Deuxième occasion, prix dévastateur. 3 ans et 3 mois plus tard, le gouvernement a réessayé. Le 5 janvier 2023, des centaines de soldats et d'hélicoptères de combat ont exécuté la plus grande opération de capture déployée à Sinaloa en décennies. Ovidio Guzmán a été arrêté. Le bilan: 10 militaires tués, des dizaines de civils blessés, et Culiacán converti une fois de plus en zone de guerre pendant plusieurs heures. Ovidio Guzmán a été extradé aux États-Unis, où il fait face à des accusations de trafic de drogue à grande échelle et de violation de la loi fédérale sur les armes. Mais l'organisation a continué de fonctionner sous Iván Archibaldo, qui avait appris de chaque erreur commise par son père. Les Chapitos opèrent avec une structure plus décentralisée, des communications chiffrées, une technologie de surveillance équivalente à la militaire et une brutalité calculée que leurs cellules spécialisées exécutent avec précision industrielle. Et en juillet 2024, une décision de l'un des frères a déclenché la guerre la plus sanglante que Sinaloa ait jamais vécue. El Mayo, Zambada, 55 ans, sans dormir en prison. L'art de ne pas exister.
Tandis qu'El Chapo devenait une légende médiatique, un personnage de narcocorridos et la couverture de la presse internationale, son associé faisait exactement l'inverse, disparaître. Pendant des décennies, il n'existait pratiquement qu'une seule photographie d'Ismael Mario Zambada Garcia. Il ne donnait pas d'interview. Il n'assistait pas à des réunions dans des lieux publics. Il ne construisait pas de mentions qui pourraient être photographiées depuis les satellites. Sa stratégie de sécurité personnelle était l'invisibilité totale, et elle était si efficace que les analystes de la DEA en sont venus à douter en interne de s'il était toujours en vie. Il était toujours en vie, et il commandait toujours. Zambada Garcia est né le 1er janvier 1948 à El Álamo, Sinaloa. Il a abandonné l'école avant de terminer le primaire et a commencé à travailler dans les cultures illégales de la Sierra sinaloense quand il avait 10 à 9 ans. C'était en 1967. Plus d'un demi-siècle plus tard, quand il a été arrêté, il était le co-architecte du plus grand cartel de l'histoire. Sa philosophie opérationnelle avait un principe directeur qu'il répétait à ses opérateurs. Celui qui ne se montre pas ne peut pas être trouvé. Tandis que d'autres capos construisaient leur marque personnelle, El Mayo construisait son réseau. Un réseau de pots de vin si vaste et enraciné qu'il incluait des chefs de police, des commandants militaires, des juges fédéraux et des fonctionnaires gouvernementaux de plusieurs administrations. Ce n'était pas de la corruption individuelle. C'était un investissement systématique dans l'impunité. Dans son aveu de culpabilité devant le tribunal de Brooklyn, il a admis avoir payé au cours de décennies des pots de vin à pratiquement tous les échelons du système de sécurité mexicain. Des agents locaux au haut commandement militaire. Les montants individuels pouvaient être modestes ou astronomiques selon le niveau du fonctionnaire, mais le principe était toujours le même. Personne en position de le menacer ne devait avoir de raisons économiques de le faire. C'était une police d'assurance contre l'État, renouvelée mois après mois pendant 50 ans. L'architecte silencieux du plus grand empire criminel du monde. C'est El Mayo, plus qu'El Chapo, qui a transformé le cartel de Sinaloa en ce que les procureurs américains décrivent comme la plus grande entreprise criminelle de l'histoire. El Chapo était l'opérateur de terrain, celui qui négociait avec la violence quand c'était nécessaire. El Mayo était le stratégiste mondial. Il a négocié les alliances avec les producteurs colombiens, conçu les routes qui reliaient les ports du Pacifique au marché du Nord et géré les finances avec une discipline qui aurait été enviée dans n'importe quelle multinationale. Selon les documents du département de la justice des États-Unis, entre 1980 et 2024, le cartel sous sa direction a envoyé au moins 1,5 million de kilogrammes de cocaïne vers le territoire américain, en plus de l'héroïne, des amphétamines et, ces dernières années, du fentanyl. Les accords de confiscation d'actifs dans son affaire ont atteint 15 milliards de dollars. Il a été inculpé dans 16 juridictions fédérales différentes aux États-Unis. La DEA a offert 5 millions de dollars pour des informations sur son lieu de résidence. Le gouvernement mexicain a lancé ses propres récompenses. 5 présidents, 6 administrations différentes. Aucun n'a réussi à le menotter. Jusqu'à la trahison que personne ne vit venir. Selon la version que Zambada lui-même a présentée des mois plus tard aux tribunaux, le 25 juillet 2024, il a été trompé, avec une précision méthodique par Joaquín Guzmán López, l'un des fils d'El Chapo. Guzmán López l'a contacté sous le prétexte de résoudre un différend interne au sein de l'organisation. Il lui a dit qu'il se rencontrerait sur une piste d'atterrissage clandestine au Mexique. L'avion a atterri à El Paso, Texas. Quand El Mayo a descendu l'escalier, les agents du département de la sécurité intérieure des États-Unis l'attendaient. L'homme qui avait échappé à la justice pendant 55 ans a été arrêté sans coup de feu, sans opération spectaculaire, sans trace de résistance. Il s'est simplement retrouvé en garde américaine à 17h34 ce jeudi. La nouvelle a choqué la communauté du crime organisé au Mexique avec une intensité qu'aucune opération gouvernementale n'avait réussi à atteindre. Parce que l'arrestation d'El Mayo n'était pas le résultat d'un renseignement policier, d'une coopération internationale, ni d'une technologie satellitaire. C'était le résultat d'une trahison de l'intérieur. Et cela signifiait que le cartel Brooklyn, 25 août 2025, le jour du jugement. Avec 75 ans, la barbe blanche et vêtu d'habits de détenu, Ismael Zambada Garcia
a comparu devant le juge fédéral Brian M. Cogan au tribunal du district de New York. Le silence dans la salle était absolu. Il a prononcé un seul mot. Coupable. Dans l'aveu que ses avocats ont présenté au tribunal, il a admis avoir commencé dans l'activité illégale en 1969, que l'organisation qu'il a dirigée a envoyé au moins 1,5 million de kilogrammes de cocaïne aux États-Unis, que pendant des décennies, il a versé systématiquement des pots de vin à des commandants militaires, des directeurs de police et des fonctionnaires gouvernementaux mexicains, et que sa carrière criminelle a duré 55 ans consécutifs. La procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a volé personnellement à New York pour faire l'annonce. Elle a dit qu'El Mayo ne sortirait jamais d'une prison fédérale américaine. Sa condamnation a été fixée au 13 janvier 2026. Mais l'effondrement d'El Mayo a eu des conséquences qu'aucune opération policière n'aurait pu calculer. La trahison de Joaquín Guzmán López, en remettant son propre allié aux autorités, a déclenché une guerre civile au sein du cartel qui a transformé Sinaloa en l'enfer que nous verrons au chapitre suivant. Interlude. La guerre civile de Sinaloa. Quand Joaquín Guzmán López a remis El Mayo aux autorités américaines, il n'a pas seulement trahi un homme. Il a rompu l'équilibre des pouvoirs qui avaient soutenu le cartel de Sinaloa pendant des décennies. La faction fidèle à Zambada García, Los Mayos, a déclaré la guerre aux Chapitos. Sinaloa s'est transformé en champ de bataille actif. Entre juillet et décembre 2024, l'État a enregistré plus de 800 homicides et près de 950 disparitions liées au conflit interne. La violence a augmenté de 170% par rapport à la même période l'année précédente. Culiacán s'est réveillé pendant des semaines, avec des cadavres dans les rues. Les commerces fermaient à midi. Les écoles ont suspendu les cours pendant des semaines. Des familles entières ont abandonné leur foyer. Les attaques ne se limitaient pas aux membres des deux factions. La tactique d'intimidation incluait des messages écrits sur des affiches qui apparaissaient à côté des cadavres, des menaces dirigées contre les familles des combattants et, dans plusieurs cas documentés, des attaques contre des commerces dont les propriétaires refusaient de payer les extorsions sous prétexte qu'ils payaient déjà à la faction rivale. Sinaloa, un État où le narco avait été pendant des décennies une présence presque normalisée, a découvert qu'il existait une limite qu'il n'avait jamais franchie. Un État qui vivait depuis des décennies avec le narcotrafic comme toile de fond de la vie quotidienne, a découvert qu'il existait un niveau de violence auquel il n'était pas habitué. Et au milieu de ce chaos, le CJNJ attendait son moment. El Moncho et le CJNJ, l'homme qui construisit une armée. De manœuvre agricole à objectif numéro 1 de l'hémisphère. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes est né le 17 juillet 1966 à Aguililla, Michoacán. Il a travaillé jeune dans les plantations d'avocats. Il n'avait pas de formation militaire, ne venait d'aucune famille criminelle connue, ne disposait d'aucun contact dans le monde du narco qui aurait pu accélérer son ascension. Ce qu'il avait, c'était une capacité d'apprentissage exceptionnelle et une détermination sans faille pour survivre dans un environnement où l'erreur se paie de sa vie. Dans les années 90, il s'est joint au cartel du millénaire, une structure qui contrôlait le trafic dans l'ouest mexicain. Quand cette organisation a commencé à se fragmenter, Oseguera Cervantes a pris une décision qui définirait les 15 années suivantes du crime organisé au Mexique. Au lieu de rivaliser pour les restes de ce qui existait, il créerait quelque chose de complètement nouveau. En 2010, face à l'expansion des États vers l'ouest du pays, il a formé Los Matazetas. La stratégie de communication était aussi calculée que le nom. Ils se sont présentés publiquement comme des défenseurs des communautés contre les extorsions des États, ont proclamé qu'ils ne combattaient que les criminels qui nuisaient aux civils et ont diffusé des vidéos expliquant leur soi-disant « mission libératrice ». C'était une propagande criminelle conçue pour générer un soutien populaire. Cela a marché. En 2011, l'organisation s'est transformée en Cartel Jalisco Nouvelle Génération. Le CJNG était né. Et en 4 ans, il devint la deuxième force criminelle du Mexique, le 1er mai 2015, le jour qui changea les règles. Le gouvernement mexicain a lancé ce jour-là l'opération Jalisco, un dispositif de capture massive avec des éléments de l'armée, de la marine et de la police fédérale qui resserrait le cercle autour d'El Mencho dans la zone de Tanuato, Jalisco.
La réponse du CGNJ a dépassé tout précédent dans l'histoire du narcotrafic mexicain. Avila Purificación, un lance-grenade a abattu l'hélicoptère militaire avec lequel nous avons ouvert ce documentaire. 9 soldats tués sur le coup. Simultanément, des colonnes de véhicules du CJNG ont bloqué les principales artères de la zone métropolitaine de Guadalajara. Ils ont incendié 39 autobus de transport public, attaqué 11 succursales bancaires, incendié 16 stations essence. Le trouble s'est étendu à 20 municipalités de Jalisco et a atteint 3 États limitrophes. Des millions de citoyens de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique, ont été piégés chez eux ou à leur travail pendant des heures, sans savoir s'il était sûr de circuler. El Mencho s'est échappé. Ce jour-là, le CJNJ a envoyé un message que l'État mexicain n'avait jamais entendu avec cette clarté. Nous sommes capables de paralyser une ville de 4 millions d'habitants pour protéger notre chef. Et nous sommes prêts à le faire. La franchise de la terreur. 28 États, 3 continents. L'évaluation nationale des menaces liées aux drogues de la DEA de 2025 décrit le CJNJ comme l'une des organisations criminelles les plus impitoyables du monde, distinguée par une violence à une échelle sans précédent et une capacité de projection internationale. Le cartel opère actuellement dans 28 des 32 États du Mexique, maintient des réseaux de distribution en Europe, Asie et Océanie, et est signalé par les procureurs américains comme l'un des principaux responsables de la crise du fentanyl aux États-Unis. En Europe, les autorités espagnoles, allemandes et néerlandaises ont démantelé ces dernières années des cellules liées au CJNG opérant dans les principaux ports d'entrée du continent, Algésiras, Rotterdam, Barcelone. Le cartel n'exporte pas seulement de la drogue, il exporte son modèle de franchise. Il contacte les organisations criminelles locales, leur fournit le produit à prix compétitif et établit des relations de sous-traitance qui lui permettent de pénétrer les marchés sans exposer ses propres membres en territoire étranger. C'est exactement ce que ferait n'importe quelle multinationale voulant s'étendre à de nouveaux marchés en minimisant le risque local. Ce qui distingue le CJNJ des autres organisations, ce n'est pas seulement sa taille, c'est son modèle structurel. El Mencho a construit un système de franchise, des cellules locales qui opèrent sous la marque et les normes du CJNJ, mais avec une autonomie tactique suffisante pour s'adapter à chaque territoire. Il a recruté activement des militaires et des policiers en service comme instructeurs de ses forces. Il a créé des unités spécialisées dans le renseignement, les enlèvements, l'extraction de carburant et le combat direct. L'intention a toujours été de construire non pas une bande criminelle, mais une armée privée avec capacité de projection transnationale. Depuis décembre 2024, les États-Unis offrent 15 millions de dollars pour des informations conduisant à sa capture. C'est la plus grande récompense jamais offerte pour un narcotrafiquant dans l'histoire, supérieure même à ce qui a été offert pour Bin Laden en termes réels ajustés. Nemesio Oseguera Cervantes a près de 60 ans, une santé présumément détériorée selon les sources de renseignement et une organisation qui a appris à fonctionner avec ou sans lui. Ce qui distingue le CJNJ des autres organisations, ce n'est pas seulement sa taille, c'est son modèle structurel. El Mencho a construit un système de franchise, des cellules locales qui opèrent sous la marque et les normes du CJNJ, mais avec une autonomie tactique suffisante pour s'adapter à chaque territoire. Il a recruté activement des militaires et des policiers en service comme instructeurs de ses forces. Il a créé des unités spécialisées dans le renseignement, les enlèvements, l'extraction de carburant et le combat direct. L'intention a toujours été de construire non pas une bande criminelle, mais une armée privée avec capacité de projection transnationale. Depuis décembre 2024, les États-Unis offrent 15 millions de dollars pour des informations conduisant à sa capture. C'est la plus grande récompense jamais offerte pour un narcotrafiquant dans l'histoire, supérieure même à ce qui a été offert pour Bin Laden en termes réels ajustés. Nemesio Oseguera Cervantes a près de 60 ans, une santé présumément détériorée selon les sources de renseignement et une organisation qui a appris à fonctionner avec ou sans lui. Les États et le cartel du Nord-Est, l'armée qui devint narco, la plus grande erreur stratégique du narcotrafic mexicain. À la fin des années 90, Osiel Cárdenas Guillén dirigeait le cartel du Golfe avec un mélange de brutalité et de paranoïa
qui l'a conduit à assassiner ses propres collaborateurs quand il doutait de leur loyauté. Pour se protéger, il a pris une décision qui transformerait à jamais le panorama criminel du Mexique. Il a recruté comme garde personnel 30 déserteurs du GAFES, le groupe aéromobile de forces spéciales de l'armée mexicaine. Ces hommes avaient reçu une formation en contre-insurrection, tir de précision, explosifs et guerre urbaine, avec des instructeurs américains et israéliens. Ils connaissaient les protocoles, les communications et les faiblesses opérationnelles de l'État de l'Intérieur. Leur chef était Arturo Guzmán de Sena, Zun, le premier Zeta. Cárdenas Guillén pensait avoir créé le meilleur service de sécurité du monde criminel mexicain. En réalité, il avait créé un monstre qui finirait par dévorer son propre créateur. Les Zetas étaient, dès le début, quelque chose que le Mexique n'avait jamais vu. Ce n'étaient pas des sicarios improvisés recrutés dans des quartiers marginaux. C'étaient des soldats d'élite avec une formation tactique avancée qui avaient décidé d'appliquer leurs compétences au service du plus offrant. Cette différence qualitative s'est traduite par des méthodes qui ont transformé les paramètres de ce que le crime organisé mexicain considérait comme acceptable. Des massacres qui surpassaient en nombre et brutalité tout ce qui précédait. Des têtes décapitées, avec des messages placés dans des lieux publics pour maximiser l'impact psychologique. Des attaques contre des bars, des festivals et des espaces civils pour démontrer que personne n'était en sécurité si la cible du message se trouvait parmi l'assistance. Les États ne voulaient pas seulement gagner, ils voulaient que leurs rivaux aient peur de les affronter. Squarant, la brutalité comme système de gestion. L'homme qui transforma les États en un nom qui générait la terreur dans tout le Mexique ne disposait pas de formation militaire. Miguel Ángel Treviño Morales, Squarant, a gravi les échelons grâce à une violence que ses propres camarades jugeaient disproportionnée, et c'est dans une organisation qui ne se caractérisait pas précisément par sa modération. En 2006, son nom est apparu lié à une découverte à Nuevo Laredo. 44 cadavres avec des signes évidents de torture enterrés dans 2 fosses clandestines. Ce n'était que ce qui est devenu public. Les enquêtes ultérieures attribueraient à son commandement des centaines d'exécutions supplémentaires. Quand Heriberto Lascano, Z3 et chef suprême des Zetas, a été abattu lors d'une opération navale en octobre 2012, Treviño a assumé le contrôle complet. Sous sa direction, l'organisation a complété sa transformation de groupe de sécurité en entreprise criminelle diversifiée. Non seulement le trafic de drogue, mais les enlèvements industrialisés, l'extorsion systématique d'entreprises et de communautés, le trafic de personnes et le vol massif d'hydrocarbures des oléoducs de Pemex. Son frère, Omar Treviño Morales, Squarant TD, a construit l'architecture financière qui soutient tout cela. Des réseaux d'entreprises fantômes pour le blanchiment d'argent qui incluait, de façon frappante, l'achat de chevaux de course de compétition de haut niveau aux États-Unis, une affaire que les procureurs texans ont convertie en l'une des plus révélatrices sur la portée du crime transnational, la chute des frères et la naissance du cartel du Nord-Est. Miguel Ángel Treviño a été arrêté en juillet 2013 à Nuevo Laredo, 8 armes de haut calibre, 20 millions de dollars en espèces. L'image a circulé dans les médias comme un symbole d'efficacité institutionnelle. Omar a assumé le commandement jusqu'en mars 2015, quand une opération simultanée l'a capturé dans une résidence de luxe à San Pedro Garza Garcia, dans la zone métropolitaine de Monterrey. La même opération a arrêté Carlos Arturo Jiménez Encinas, opérateur financier clé de la structure. Avec les 2 frères Treviño en prison, le contrôle est passé à leur neveu, Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, qui a rebaptisé l'organisation Cartel du Nord-Est et a consolidé le domaine sur Nuevo Laredo tout en élargissant l'influence vers Monterrey et l'État de Nuevo León. Son bras armé, Los Tropas del Infierno, est catalogué par les analystes de la sécurité comme l'un des groupes de sicaires les plus brutaux produits par le crime organisé mexicain. El Huevo a été arrêté le 13 mars 2022 et fait face à 11 accusations au Texas, y compris l'utilisation de mineurs de moins de 10 à 8 ans dans des opérations criminelles. En novembre 2024, il s'est déclaré coupable, perpétuité pour chaque accusation. Les frères Treviño ont été extradés aux États-Unis en 2024, se sont déclarés non culpables en mars 2025 et en septembre de cette année, sont parvenus à un accord avec les procureurs
qui leur a permis d'éviter la peine de mort. Les États ont commencé comme le bras armé d'un autre cartel. Ils ont terminé par être l'organisation qui redéfinit les niveaux de violence acceptables dans le narco mexicain. Et ce LEGS, bien que l'organisation originale se soit fragmentée, continue de vivre dans les méthodes de ceux qui sont venus après. La nouvelle famille. Michoacana. Le cartel qui substitue à l'État, il y a une différence fondamentale entre un cartel qui impose sa présence à une communauté et celui qui la remplace. La nouvelle famille Michoacana fait ce second. Et cela en fait l'un des phénomènes criminels les plus difficiles à démanteler au Mexique. Pour comprendre la nouvelle famille Michoacana, il faut comprendre Michoacán. C'est un État d'une richesse agricole et minière exceptionnelle, avec accès au Pacifique, des routes naturelles vers les grands marchés du Nord, et une tradition d'autonomie communautaire que l'État central a gérée historiquement avec indifférence. Cette combinaison de richesse, de connexions stratégiques et d'abandon institutionnel a transformé Michoacán en le territoire le plus disputé du crime organisé mexicain. Au cours des 2 dernières décennies, il a été le théâtre d'au moins 4 vagues distinctes d'organisations criminelles qui se sont mutuellement détruites dans des guerres ayant laissé des milliers de morts jusqu'à ce que les frères Hurtado Olascoaga construisent quelque chose de plus durable, la nouvelle famille. Michoacana. Le cartel qui substitue à l'État, il y a une différence fondamentale entre un cartel qui impose sa présence à une communauté et celui qui la remplace. La nouvelle famille Michoacana fait ce second. Et cela en fait l'un des phénomènes criminels les plus difficiles à démanteler au Mexique. Pour comprendre la nouvelle famille Michoacana, il faut comprendre Michoacán. C'est un État d'une richesse agricole et minière exceptionnelle, avec accès au Pacifique, des routes naturelles vers les grands marchés du Nord, et une tradition d'autonomie communautaire que l'État central a gérée historiquement avec indifférence. Cette combinaison de richesse, de connexions stratégiques et d'abandon institutionnel a transformé Michoacán en le territoire le plus disputé du crime organisé mexicain. Au cours des 2 dernières décennies, il a été le théâtre d'au moins 4 vagues distinctes d'organisations criminelles qui se sont mutuellement détruites dans des guerres ayant laissé des milliers de morts jusqu'à ce que les frères Hurtado Olascoaga construisent quelque chose de plus durable. Les frères Johnny et José Alfredo Hurtado Olascoaga, respectivement connus sous les noms d'El Pez et La Fresa, ont construit sur les restes de la nouvelle famille michoacana originale et des chevaliers templiers une organisation qui ne se contentait pas de trafiquer la drogue. Elle contrôlait l'économie informelle de dizaines de municipalités à Michoacán, Guerrero et l'État de Mexique, qui pouvaient vendre sur les marchés, quel prix avaient les avocats, quelles entreprises pouvaient opérer et lesquelles ne pouvaient pas. Johnny Hurtado Olascoaga, né en mars 1973, est identifié dans les documents officiels comme El Mojarro ou El Pescado. Son frère José Alfredo, La Fresa, gère une autre partie du réseau. La DEA estime que l'organisation est responsable du transport annuel d'au moins 36 tonnes de méthamphétamine, 12 tonnes de fentanyl et 12 tonnes de cocaïne du Mexique vers les États-Unis. Mais ils ont aussi diversifié les activités criminelles vers l'extraction illégale de mercure, d'uranium et de minerais de fer. En avril 2025, le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions contre l'organisation et ses dirigeants. Le Bureau de contrôle des actifs étrangers a identifié 4 membres clés de la famille. Johnny, José Alfredo, Ubaldo, qui superviserait prétendument les groupes armés et les opérations d'extraction minière, et Adita, à qui on attribue la gestion d'un réseau de blanchiment d'argent par des magasins de vêtements d'occasion. Les États-Unis ont classé l'organisation comme entité terroriste. Sa capacité de survie réside dans quelque chose qu'aucune opération policière ne peut facilement démanteler, l'enracinement territorial. Dans les communautés qu'elle contrôle, la nouvelle famille michoacana fournit le médecin, résout les conflits et donne du travail aux jeunes. Cela, dans des zones où l'État est absent depuis des décennies, vaut plus que n'importe quelle campagne de capture. Vicente Carrillo fut le vice-roi qui gouverna la frontière la plus sanglante du monde. Avant que Culiacán ne se transforme en symbole de la violence du narco mexicain, ce lieu était Ciudad Juárez. Vicente Carrillo Fuentes est arrivé au contrôle du cartel de Juárez non pas par mérite ou ambition, mais par décès. En juillet 1997,
Son frère Amado Carrillo Fuentes, le soi-disant seigneur des cieux, est mort dans une clinique de Mexico lors d'une chirurgie plastique pour changer d'apparence. Ce fut la fin la plus improbable pour l'homme le plus puissant du trafic mexicain de son époque. Vicente a hérité d'une organisation qui, à son apogée, contrôlait le corridor Ciudad Juárez-El Paso comme principal point d'entrée de cocaïne aux États-Unis. Les estimations de l'époque plaçaient 70% du trafic total américain de cocaïne passant par cette route. Pendant près de 2 décennies, Carrillo Fuentes a opéré avec le profil d'un gestionnaire d'affaires, tissant les alliances avec Juan José Esparragoza Moreno et avec les frères Beltrán Leiva, évitant le protagonisme médiatique qui avait coûté si cher à d'autres. En 2002, il a même tenté d'institutionnaliser cette coexistence pacifique. Il a promu la création de la Fédération, un accord de non-agression entre le cartel de Juárez, le cartel de Sinaloa et les Beltrán Leiva. La Fédération a fonctionné pendant quelques années, jusqu'à ce que le frère de Vicente, Rodolfo Carrillo Fuentes, ordonne l'assassinat de 2 associés d'El Chapo Guzmán. La réponse du cartel de Sinaloa a été totale. Entre 2008 et 2012, Ciudad Juárez s'est transformée en la ville la plus violente du monde. Plus de 10 000 personnes ont été tuées en ces 4 ans. Les commerces fermaient, les familles émigraient, le tourisme a disparu. El Paso, de l'autre côté du Rio Bravo, regardait avec incrédulité sa ville sœur se désintégrer. Les chiffres de ces années à Juárez sont difficiles à traiter en termes humains. En 2010, l'année la plus sanglante, 3116 homicides ont été enregistrés dans une ville de 1,3 million d'habitants. Cela équivaut à une moyenne de 8 personnes assassinées chaque jour, 365 jours par an. Les équipes d'experts médico-légaux étaient débordées. Les cimetières ont aménagé des fosses communes. Il y a eu des mois où les journaux locaux ont cessé de publier les noms de tous les morts parce qu'il n'y avait pas de place. La guerre entre le cartel de Juárez et le cartel de Sinaloa n'a pas été menée dans les collines de la Sierra. Elle a été menée dans les rues, sur les marchés, dans les bars, dans les écoles. Et ces pertes collatérales ont été comptées en milliers de personnes, n'ayant aucun lien avec le trafic de drogue. Vicente Carrillo Fuentes a perdu cette guerre. Le cartel de Sinaloa a finalement absorbé une grande partie des routes que le cartel de Juárez contrôlait. En octobre 2014, Carrillo Fuentes a été arrêté à Torreón, Coahuila. En septembre 2021, il a été condamné à 28 ans de prison. L'organisation qu'il avait héritée de son frère survit restructurée sous le nom de Nouveau Cartel de Juárez, avec une ombre de ce qu'elle avait été. Rafael Caro Quintero, l'homme qui força les États-Unis à fermer la frontière, le pionnier des méga-cartels. Pour comprendre le narco mexicain actuel, il faut reculer de 4 décennies. Tout ce qui existe aujourd'hui, le cartel de Sinaloa, le CGNG, les États et toutes les organisations qui peuplent ce documentaire, sont héritiers, directs ou indirects, de ce que Rafael Caro Quintero et ses associés ont construit dans les années 80. Né à Badiraguato, Sinaloa, en 1952, Caro Quintero a été cofondateur du cartel de Guadalajara avec Miguel Ángel Félix Gallardo et Ernesto Fonseca Carrillo. Pendant cette décennie, cette organisation était le narco mexicain. Elle contrôlait pratiquement la totalité du trafic illégal du pays, opérait avec la complicité de pans entiers de l'État et fonctionnait comme une entreprise intégrée verticalement du cultif à la distribution aux États-Unis. En 1984, au Rancho El Búfalo, l'une de ses propriétés au Chihuahua, les autorités ont trouvé et détruit la plus grande plantation de marijuana jamais découverte jusqu'alors au Mexique. Plus de 10 000 tonnes de produits prêts à l'exportation. L'opération a été coordonnée par la DEA et y a participé l'agent Enrique Kiki Camarena Salazar. Le crime qui changea la relation entre deux pays. Le 7 février 1985, des hommes de Caro Quintero ont enlevé l'agent Camarena et le pilote mexicain Alfredo Zavala Avelar devant le consulat américain à Guadalajara. Ils les ont transportés dans une maison de sécurité où tous deux ont été soumis pendant approximativement 30 heures à un interrogatoire brutal. Ils sont morts en détention. Leurs corps ont été retrouvés le 5 mars 1985 au Michoacán. La réaction de Washington a été immédiate et sans précédent. L'administration Reagan a fermé temporairement tous les postes frontaliers avec le Mexique.
Le FBI et la DEA ont lancé l'opération Légende, qui deviendrait l'enquête sur le narcotrafic la plus vaste de l'histoire des États-Unis jusqu'à ce moment. L'affaire Camarena a redéfini la politique antidrogue américaine pendant des décennies. Caro Quintero a été capturé au Costa Rica en avril 1985 et jugé au Mexique, où il a reçu une condamnation de 40 ans de prison. Il en a purgé 28. La libération que personne n'attendait, et les 9 ans dans l'ombre. En août 2013, un tribunal fédéral mexicain a ordonné sa libération en arguant de vices de procédure dans le jugement original. Il lui restait encore 12 ans de condamnation à purger. La décision a provoqué une crise diplomatique de premier ordre. Washington a exigé des explications, la DEA l'a qualifié de trahison institutionnelle et les agences de sécurité américaines ont mis en alerte immédiate tous leurs canaux de suivi. Ce fut inutile. Caro Quintero a disparu dans la Sierra de Sinaloa. Pendant 9 ans, il a opéré depuis cette position à la tête de sa propre organisation, rétablissant les contacts, réorganisant les routes et se déplaçant avec une discrétion qu'aucun renseignement n'a pu pénétrer. La DEA a élevé la récompense pour sa capture à 20 millions de dollars. Ce que les analystes n'attendaient pas, c'est que pendant ces 9 ans, Caro Quintero ne se soit pas simplement survécu, il a construit. Selon les documents de l'accusation fédérale aux États-Unis, pendant son époque de fugitif, il a établi des alliances avec plusieurs organisations actives, négocié les routes de trafic avec le CJNG et avec des factions du cartel de Sinaloa, et a profité du capital relationnel qu'il avait accumulé pendant 40 ans dans le commerce pour se positionner comme une figure de médiation dans les différends entre organisations. Il avait 63 ans quand il est sorti de prison et s'est comporté comme quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Le 15 juillet 2022, la Marina armée du Mexique l'a localisé à Sinaloa. Il avait 69 ans. L'arrestation s'est produite 2 jours après une réunion à Washington entre le président López Obrador et le président Biden, dont la coopération en matière de sécurité était le thème central. Le moment n'était pas une coïncidence. En février 2025, il a été extradé aux États-Unis, 40 ans après l'assassinat de Kiki Camarena. L'homme que les cercles du crime organisé mexicain appellent le chef des chefs, le pionnier qui a tracé la carte sur laquelle ont été construits tous les méga-cartels ultérieurs, fera enfin face à la justice américaine qui l'attend depuis 4 décennies. Arturo Beltrán, Leiva la dernière nuit du Seigneur des Seigneurs. Avec ses frères Héctor, Alfredo et Carlos, Arturo Beltrán Leiva a construit l'un des appendices les plus brutaux du cartel de Sinaloa. On l'appelait El Barbas, El Botas Blancas ou simplement La Muerte. Dans les couloirs du narco, on le connaissait comme le Seigneur des Seigneurs. Les Beltrán Leiva ont commencé comme fournisseurs de forces armées au sein du cartel de Sinaloa. Los Pelons à Guerrero et Los Güeros à Sonora étaient ces groupes opérationnels, le pont entre la logistique du trafic et la violence nécessaire pour la soutenir. Pendant des années, la relation avec El Chapo et El Mayo a été l'épine dorsale du commerce. Ces groupes armés n'étaient pas simplement des sicaires de réponse réactive. Les Beltrán Leiva avaient construit des structures paramilitaires avec des chaînes de commandement définies, leur propre logistique et capacité de déploiement dans plusieurs États simultanément. À Guerrero en particulier, ils avaient pénétré si profondément l'économie locale que les habitants entiers de municipalités dépendaient de leur structure pour le commerce quotidien, une dynamique que les analystes de la sécurité identifient comme un contrôle territorial de facto, équivalent à bien des égards à celui qu'exerce aujourd'hui la nouvelle famille michoacana ou le CJNG dans leurs places respectives. Cela s'est cassé en janvier 2008 quand les autorités ont arrêté Alfredo Beltrán Leiva, El Mochomo. Les frères ont accusé El Chapo d'avoir divulgué l'information menant à l'arrestation. Ce n'a jamais été prouvé. Mais dans le monde du narco, la suspicion d'une trahison a le même poids que la preuve. En représailles, ils ont ordonné l'assassinat d'Edgar Guzmán López, l'un des fils d'El Chapo, dans une attaque dans un centre commercial de Culiacán. La réponse du cartel de Sinaloa a été de déclarer une guerre d'extermination. Les Beltrán Leiva ont répliqué en s'alliant aux États, unissant ainsi 2 organisations complémentaires, l'une avec le capital et les routes de distribution, l'autre avec une capacité militaire que l'État mexicain trouvait difficile d'égaler.
La nuit de Cuernavaca. Le 16 décembre 2009, le renseignement militaire a localisé Arturo Beltrán Leiva dans un complexe résidentiel haut de gamme dans un développement à Cuernavaca, Morelos. L'information était précise. L'opération immédiate. Plus de 100 éléments de la Marina armée du Mexique, soutenus par 2 hélicoptères, ont initié l'assaut à 6 heures du matin. Les gardes du corps de Beltrán Leiva ont riposté par des tirs de mitrailleuses et des grenades. L'échange a duré des heures. Le résultat final a été décisif. Arturo Beltrán Leiva est mort lors de l'affrontement aux côtés de 3 de ses gardes du corps. Un 4e sicaire, sans issue possible, a préféré se jeter d'un étage élevé du bâtiment plutôt que de se rendre. La scène résumait mieux que n'importe quelle analyse académique la logique du monde dans lequel ces hommes opéraient. La mort était toujours préférable à la capture, parce que la capture était synonyme de trahison de tout ce qui les soutenait. Avec Arturo mort, son frère Héctor, la hache ou el ingeniero, a assumé le commandement et a maintenu l'organisation opérationnelle pendant 5 ans de plus. Il a été arrêté en octobre 2014 à San Miguel de Allende, Guanajuato. Le gouvernement du Mexique offrait 8 millions de dollars pour sa capture. Les États-Unis, 5 millions. Après l'arrestation d'Héctor, la structure. Le réseau Beltrán Leiva s'est fragmenté en plusieurs cellules plus petites qui ont fusionné avec d'autres organisations. Le nom de famille a perdu de son poids. Mais les méthodes que les frères ont perfectionnées, la brutalité tactique, l'alliance entre le capital et la force armée, le recours systématique à la terreur comme outil de gestion territoriale, perdurent au sein des organisations qui les ont absorbées. Il existe un fil conducteur qui relie presque tous les protagonistes de ce documentaire dans leurs versions les plus récentes. Ce n'est pas la cocaïne, bien qu'elle reste un pilier. Ce n'est pas l'héroïne, bien qu'elle continue de circuler. C'est quelque chose de plus petit, de moins cher, de plus facile à produire et d'exponentiellement plus mortel. Le fentanyl. Cet opioïde synthétique peut être jusqu'à 50 fois plus puissant que l'héroïne. Une dose mortelle équivaut à moins de 2 mg, moins que le poids d'un grain de riz. Il est donc d'une facilité déconcertante de contaminer accidentellement une autre substance avec une quantité suffisante pour tuer celui qui la consommerait. Le modèle de production est, du point de vue du commerce criminel, presque parfait. Les précurseurs chimiques sont principalement achetés en Chine, transformés dans des laboratoires clandestins au Mexique avec un équipement rudimentaire, puis distribués sous forme de pilules contrefaites imitant des médicaments sur ordonnance. 1 kg de précurseur peut générer des centaines de milliers de doses individuelles. La marge bénéficiaire est incomparablement supérieure à celle de toute culture naturelle. Les conséquences sont dévastatrices. En 2023, les opioïdes synthétiques ont causé environ 48 000 décès par overdose aux États-Unis, un chiffre équivalent à un accident d'avion de grande ampleur toutes les 48 heures. Bien que ce nombre ait commencé à baisser en 2024 et 2025, avec une réduction d'environ 37%, l'épidémie est loin d'être maîtrisée. Le cartel de Sinaloa et le CJNG sont les 2 organisations que la DEA désigne comme les principaux fournisseurs du marché nord-américain. Les Chapitos ont été poursuivis spécifiquement pour production et exportation de fentanyl à l'échelle industrielle. El Menchito a été condamné en partie pour les mêmes chefs d'accusation. Entre octobre 2024 et août 2025, les autorités mexicaines ont saisi 3,5 millions de comprimés, plus de 216 tonnes d'autres drogues illicites et environ 15 000 armes à feu. Elles ont démantelé 1262 laboratoires clandestins de production, la plupart situés dans les zones rurales de Sinaloa, Jalisco, Michoacán et Guerrero. Mais l'aspect le plus inquiétant n'est pas celui qui se dirige vers le nord. Alors que les overdoses de fentanyl aux États-Unis commençaient à diminuer, la consommation intérieure au Mexique a augmenté de manière alarmante. Le poison que les cartels produisent pour l'exportation détruit désormais les mêmes quartiers et les mêmes familles des villes mexicaines où ces laboratoires opèrent. La logique de ce commerce a engendré une conséquence qu'aucun de ses architectes n'avait anticipée. Le Mexique est en train de devenir lui aussi un marché de consommation. Les villes du Nord, Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, enregistrent depuis 2023 une augmentation soutenue des décès par overdose d'opioïdes synthétiques parmi leur propre population.
Les centres de traitement de la toxicomanie signalent un profil de patients qui n'existait pas il y a 10 ans. Des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ont commencé par fumer du cannabis ou boire de l'alcool et ont fini par consommer des comprimés de fentanyl en croyant qu'il s'agissait d'autre chose. Le système de santé publique mexicain, historiquement mal préparé à gérer les épidémies d'opioïdes, est confronté à une crise pour laquelle il ne dispose ni des ressources ni des protocoles nécessaires. Le paradoxe est aussi brutal que révélateur. Les mêmes hommes qui ont bâti les empires décrits dans ce documentaire ont créé une industrie qui dévore aujourd'hui les communautés mêmes qui les ont produits. Les cartels ont fabriqué un poison destiné à l'exportation et, avec le temps, ce poison est revenu chez eux. Au Mexique, la consommation interne a augmenté de manière alarmante. Le poison que les cartels produisent pour l'exportation détruit désormais les quartiers et les familles mêmes des villes mexicaines où ces laboratoires opèrent. La logique de ce commerce a engendré une conséquence qu'aucun de ces architectes n'avait anticipée. Le Mexique est en train de devenir lui aussi un marché de consommation. Les villes du Nord, Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán, enregistrent depuis 2023 une augmentation soutenue des décès par overdose d'opioïdes synthétiques parmi leur propre population. Les centres de traitement de la toxicomanie signalent un profil de patients qui n'existait pas il y a 10 ans. Des jeunes âgés de 18 à 25 ans qui ont commencé par fumer du cannabis ou boire de l'alcool et ont fini par consommer des comprimés de fentanyl en croyant qu'il s'agissait d'autre chose. Le système de santé publique mexicain, historiquement mal préparé à gérer les épidémies d'opioïdes, est confronté à une crise pour laquelle il ne dispose ni des ressources ni des protocoles nécessaires. Le paradoxe est aussi brutal que révélateur. Les mêmes hommes qui ont bâti les empires décrits dans ce documentaire ont créé une industrie qui dévore aujourd'hui les communautés mêmes qui les ont produits. Les cartels ont fabriqué un poison pour l'exporter et, avec le temps, ce poison est revenu chez eux. 9 des 10 hommes présentés dans ce documentaire ont été arrêtés. Certains sont morts, d'autres purgent leur peine dans des prisons de haute sécurité. Un seul est toujours en liberté. Et pourtant, le trafic n'a pas cessé. La nouvelle génération de chefs criminels au Mexique a tiré des leçons précises des échecs de ses prédécesseurs. Ils ne recherchent pas la gloire. Ils n'apparaissent pas en couverture des magazines. Ils ne se construisent pas de monuments que les autorités pourraient ensuite transformer en indices permettant de les localiser. Ils opèrent avec des structures cellulaires qui survivent à la capture de leurs chefs, avec des communications cryptées que les analystes du renseignement décrivent comme équivalentes à celles de certains services d'État, avec des activités diversifiées qui vont bien au-delà du trafic de drogue. Avocats, fer, carburant, lithium. Les cartels du XXIe siècle sont des conglomérats criminels qui contrôlent des économies entières. En juin 2025, des sources des services de renseignement ont confirmé ce qui aurait été incompréhensible il y a à peine 2 ans. Le CJNG et Los Chapitos avaient scellé une alliance tactique pour combattre ensemble les Mayos à Sinaloa, 2 organisations ennemies depuis une décennie, désormais unies par la logique implacable d'intérêts communs. La carte du pouvoir criminel mexicain se redessine constamment. Mais il y a une chose qui ne change pas. Ce sont toujours les mêmes personnes qui en paient le prix. Les communes du Michoacán, du Sinaloa et du Guerrero, où toute une génération de jeunes hommes a grandi sans autre véritable perspective d'avenir que le recrutement par les organisations criminelles, les communautés où l'État n'est jamais venu, mais où le cartel s'est imposé avec de l'argent, du travail et une identité. Les milliers de disparus dont les dossiers prennent la poussière dans des classeurs d'enquête que personne ne clôture, car personne ne veut les ouvrir. Il existe une statistique que les rapports officiels mentionnent rarement. L'âge moyen des tueurs à gages recrutés par les grands cartels mexicains se situe entre 16 et 25 ans. Ce sont des jeunes. Beaucoup d'entre eux sont entrés dans le milieu, avant d'avoir terminé le collège. Beaucoup n'atteindront pas la trentaine. Et beaucoup de ceux qui y parviendront la passeront en prison. Les grands barons les utilisent comme du carburant. Ils les brûlent rapidement et les remplacent par la génération suivante de jeunes, sans issue, que le système économique et l'absence de l'État remettent à la disposition du crime organisé avec une régularité qu'aucune. Opération policière n'a réussi à interrompre. Cette histoire n'a pas de fin, car le Mexique n'a pas encore trouvé le moyen de s'attaquer aux causes qui la génèrent.
Tant que ces causes persisteront, tant que la demande existera, tant que les inégalités et la corruption institutionnelle continueront de définir la réalité de millions de personnes, il y aura toujours de la place pour de nouveaux barons de la drogue. Les noms de cette histoire appartiennent déjà au passé. Nous ne connaissons pas encore ceux du prochain chapitre. Ceux du pouvoir criminel mexicain se redessinent constamment. Mais il y a une chose qui ne change pas. Ce sont toujours les mêmes personnes qui en paient le prix. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier personnellement d'avoir consacré votre temps à ce documentaire. Raconte ces histoires avec rigueur, sans idéaliser la violence et sans simplifier une réalité qui coûte des dizaines de milliers de vies chaque année. Tel est l'engagement de cette chaîne. Relato Mafioso existe pour cela, pour que les histoires qui méritent d'être racontées le soient bien. Si ce documentaire t'a apporté quelque chose, si tu as appris, s'il t'a donné envie de poser des questions ou si tu souhaites simplement que nous continuions à produire du contenu de cette qualité, il y a 3 choses que tu peux faire dès maintenant et qui, pour nous, font vraiment la différence. Clique sur « J'aime ». Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification pour ne manquer aucun nouveau documentaire. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque commentaire que vous laissez, c'est ce qui nous permet de continuer à enquêter, à produire et à vous proposer des histoires comme celle-ci. C'est Relato Mafioso. Rendez-vous dans le prochain documentaire.